Alors aujourd'hui, on entame un cycle particulier sur la douleur et sans plus tarder, je passe la parole à Clémence. Bonjour, je suis Clémence de Maison, je coordonne les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital Riboisière et je suis également coordinatrice paramédicale Bonjour. de l'UTEP. Bonjour, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc, comme à chaque fois, je serai votre porte-parole et poserai vos questions que vous m'avez précédemment envoyées par email concernant la douleur et notamment la partie un petit peu médicamenteuse, la partie médicale. Nous avons aujourd'hui un médecin et une infirmière qui répondra à tout cela. Je suis accompagnée d'Olivier Père. Oui, merci Clémence. Olivier Père, donc coordinateur d'éducation thérapeutique dans une association qui s'appelle Cordep dans le Val d'Oise. Et puis évidemment partenaire des vidéos Vigo TV. Donc aujourd'hui, et comme d'habitude, je vais essayer de retranscrire les questions que vous avez et que vous pouvez poser dans le chat. Donc pour information, vous pouvez poser vos questions dans la messagerie instantanée en cliquant simplement sur le bouton discussion en bas de votre écran. Et voilà, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, je ne sais pas à qui je dois donner la parole. Est-ce que c'est à Sophie, Aline ou Océane et Camille? Je ne sais pas trop. D'abord Sophie peut-être? Bonsoir à tous. Allons-y. Donc Sophie Kayla, je suis la patiente experte de l'ETP visage en fait, et aussi de ce live, de cette mise en place de ce live. Voilà, et je présente rapidement nos deux intervenantes principales du jour, que je remercie vraiment très chaleureusement d'avoir accepté. C'est un exercice qui n'est pas facile de venir parler devant tout ce monde-là. Et on a décidé, ça nous paraissait intéressant et beaucoup plus riche pour vous, d'avoir le point de vue de notre infirmière, Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Alors, je vais me présenter. Moi, c'est Océane Bellil. Je travaille en rhumatologie depuis 2016. Alors, pour vous retracer un petit peu mon parcours, de 2013 à 2016, j'ai travaillé dans une structure, dans un hôpital gérontologique, donc à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise. Et j'ai fait aussi notamment des petits remplacements en soins palliatifs. Donc voilà, et j'ai aussi eu mon diplôme universitaire de la douleur que j'ai obtenu en 2018. Voilà, donc vous voyez qu'on a des infirmières spécialisées, qualifiées dans le service et ça fait toujours plaisir aussi de pouvoir mettre en avant ces compétences qu'on a la chance d'avoir avec nous pour vous soigner. Et puis, nous avons Camille, que certains d'entre vous connaissent probablement, le docteur Blandin, soit parce que peut-être qu'elle s'occupe de vous ou qu'elle s'est occupée de vous lors d'un de vos séjours, ou peut-être que vous l'avez vue puisqu'elle co-anime avec moi le programme d'éducation thérapeutique. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Donc aujourd'hui, on va aborder la douleur avec Océane en binôme, avec des questions sur qu'est-ce que la douleur et puis comment la prendre en charge, plutôt le versant médicamenteux et un petit peu non médicamenteux. Et puis voilà, on va vous réexpliquer un prochain live qui sera donc réalisé par d'autres membres de l'équipe pour parler aussi de la douleur. Donc comme le disait Aline, je suis l'un des médecins du service, voilà, de rhumatologue de formation et qui travaille aussi sur la douleur et puis donc avec l'ETP plutôt visage, donc concernant les biothérapies dans le service. Voilà. Est-ce que tu voulais dire un mot, Clémence, sur Oui, le prochain live comme ça? Euh Alors, le prochain live, on verra plutôt sur la fin, mais d'accord. juste déjà pour vous dire que merci à tous de nous avoir envoyé de nombreuses questions. On va essayer d'y répondre. Je vais peut-être en dire 2-3 au départ et puis tout au long de votre présentation, Océane et Camille, j'en rajouterai. Donc, on commence. Quelles sont les différentes attitudes et traitements de la douleur? Pour soulager la douleur, on prend souvent du paracétamol ou du doliprane. Y a-t-il un risque en cas de surdosage et lequel? On a eu d'autres questions comme est-ce normal de ne jamais ressentir de non-douleur, douleur à zéro? D'autres ont parlé de centre antidouleur, à qui s'adresser pour évoquer la douleur, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de tout ça? Alors, bien sûr, donc ce qu'on vous a proposé, c'est d'avoir un support avec des diapositives que je vais partager tout de suite. Comme ça, hop, alors je cherche mes diapositives. Comme ça nous fait un petit support pour discuter. Et puis, hop, est-ce que vous voyez bien?
Très bien, merci Camille. Super. Et donc, on commence plutôt sur le côté définition. Qu'est-ce que la douleur pour avancer progressivement avec vos questions. Et puis, au fur et à mesure, vous nous arrêtez, Clémence ou Olivier, s'il y a des questions qui se surajoutent ou qui tombent plutôt bien avec ce qu'on est en train de dire pour compléter au fur et à mesure. Océane, donc, hop, je te laisse peut-être commencer. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais commencer par vous expliquer en premier point qu'est-ce que la douleur et ses différentes composantes. Donc, il faut savoir qu'il y a une association qui existe, c'est l'Association internationale pour l'étude de la douleur. Bon, cette association a été créée en 1973. Cette association donne une définition propre à la douleur qui est la suivante. Pour l'association, la douleur est une expérience sensorielle ou émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire actuel ou potentiel, ou d'ailleurs décrit dans les termes d'un tel dommage. Donc, cette association cible plusieurs composantes. Donc, c'est le schéma à votre gauche. Camille, tu peux mettre voilà, sur la diapo. Donc, selon elle, cette douleur, dans la douleur, est représentée par 4 composantes. Donc, la douleur, ça touche la composante sensorielle discriminative, c'est-à-dire quelle douleur je ressens, donc comment je décris ma douleur, quelle est la durée, quelle est la qualité, la localisation aussi, où j'ai mal. Il y a aussi la composante affective et émotionnelle. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que moi, je ressens quand j'ai mal, comment je me sens, mon humeur, est-ce que je suis gênée par cette douleur? Est-ce que cela me provoque de l'anxiété, de l'angoisse? Est-ce que je suis déprimée parce que je suis atteinte depuis longtemps de cette douleur? De part, il y a aussi la composante cognitive. Donc, c'est le sens, la signification que je donne à cette douleur. Et la dernière composante, c'est la composante comportementale. La manière dont j'exprime la douleur. Qu'est-ce que ça me fait? Je crie, j'ai mal. Est-ce que je suis rétractée? Est-ce que je prends une position fétale antalgique? Est-ce que je suis agitée par cette douleur? Donc, tout ça décrit ce que c'est la douleur. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut ressentir une douleur? Comment elle se manifeste? Pourquoi, lorsque je me cogne, je me blesse, j'ai mal? Donc, il faut savoir, dans un premier temps, je vais vous donner un exemple. Quand la plaque est chaude et que je pose ma main sur cette plaque chaude, la douleur est avant tout un signal d'alarme. C'est cette douleur-là, quand je pose ma main sur la plaque, qui prévient que quelque chose ne va pas. Mon corps m'alerte. Il faut savoir qu'on a des cellules nerveuses au niveau de notre corps, dans les cellules. Donc, c'est ces cellules nerveuses qui transmettent les signaux de nos 5 sens, donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, à notre cerveau. Parmi ces neurones, il y a des neurones qui sont appelés nocicepteurs. Donc, le rôle de ces neurones, c'est de faire la transmission du message douloureux jusqu'à notre cerveau. Ces neurones, on en a partout, que ce soit sur la peau, les muscles ou même au niveau articulaire. Elles sont partout présentes dans notre organisme. Lorsque celles-ci sont stimulées, paf, je pose ma main sur la plaque chaude, hop, les nocicepteurs s'activent, donc ils lancent le signal. Donc ça peut être des signaux, c'est des signaux d'ailleurs électriques et chimiques à travers les nerfs. Donc, et ces nerfs-là transmettent le message douloureux jusqu'à notre cerveau. Et notre cerveau traite les informations reçues qui est perçue comme la douleur. Oh, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Hop. Le schéma est justement, donc c'est celui de votre droite, le schéma dont Océane parlait, qui vous montre en fait que depuis la peau, depuis une articulation, par les nerfs, on fait monter l'influx nerveux pour dire au cerveau attention, douleur, et qui mettent en place ce qu'il faut. Alors, hop. Désolée, j'ai juste un petit problème technique.
Eh ben, je continue un petit peu. Il y a quelqu'un qui a posé comme question, parce que je viens de m'en rendre compte à la seconde. Est-ce le même procédé pour les engourdissements? Alors, il y a C'est bon. des signes qui sont radiculaires propres ou quand on irrite un nerf qui font que le nerf est là, c'est pas vraiment ça, c'est un système de nerfs de transmission de la douleur. Le nerf, il est normal, il va bien, il n'est pas abîmé. C'est quelque chose qui relaie l'influx de la douleur et qui sert à ça dans le corps et qui justement sert à se protéger pour quand on se brûle, enlever la main et que le cerveau dise attention. Donc, ce n'est pas la même chose que, si j'ai bien compris la question, que quand on s'abîme un nerf. C'est le nerf qui transmet la douleur et il sert à ça dans le corps, quoi. Tout à fait. Est-ce que, Océane, tu veux qu'on… C'est bon. Alors, hop, c'est OK. Le problème est résolu. C'est bon. Alors, deuxièmement, on peut se poser comme question, est-ce qu'il y a qu'une douleur ou y a-t-il plusieurs types de douleurs? Hop. Ouais. Voilà, on voit ta Ouais. diapositive. Ouais. Alors, je peux toucher un mot déjà sur les horaires de douleur parce que ça, c'est souvent Oui, quelque tout à chose fait. qui revient entre une douleur liée au rhumatisme, qu'on dira être une douleur inflammatoire, et une douleur qui n'est pas liée à un rhumatisme, qui n'est pas une douleur mécanique. Donc ça, c'est plutôt pour les douleurs qui sont nociceptives. On va vous expliquer juste après. Et donc, ce qui parfois est une question qu'on se pose, c'est quand savoir si c'est une douleur de mon rhumatisme ou une douleur qui n'a rien à voir, une douleur pour mon arthrose, par exemple. Et donc là, il y a quelques petites clés qu'on peut vous donner qui sont assez bien connues. C'est que les douleurs inflammatoires font plutôt mal la nuit ou le matin au réveil, avec le matin une sensation de raideur qui va rester un moment et qui peut parfois se compter en heures, avec plus de difficultés. Là où l'arthrose, c'est une douleur à l'utilisation, entre guillemets, avec des douleurs plutôt en fin de journée, quand on fait des activités, quand on bouge. Donc c'est là, comme ça, parfois on se demande est-ce que c'est ma douleur d'arthrose ou ma douleur d'arthrite. Eh ben, ça, c'est des petites clés peut-être pour savoir si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Océane, tu voulais nous parler des types de douleurs? C'est ça, exactement. Donc, je vais rebondir par rapport à la douleur nociceptive. Donc, il faut savoir que cette douleur, on a vu que précédemment, il y avait des récepteurs. La douleur est provoquée par des récepteurs. Donc, c'est cette douleur-là, en fait, qu'on ressent lorsque nos nerfs à nous lancent des messages à partir de tissus qui peuvent être soit lésés ou voire même irrités. Cette douleur nociceptive, elle peut être causée soit par la pression ou soit par des températures. Ça peut être des températures extrêmement chaudes ou froides, ou même par des signaux chimiques qui sont envoyés par certains tissus en réponse à une blessure, par exemple l'arthrite. Donc, lorsqu'on a mal, la douleur est très localisée. Par exemple, je me blesse au niveau du bras, le site, la lésion va être ici et pas ailleurs. Cette douleur, par exemple, elle peut être soit lancinante, elle peut même être associée à une raideur, par exemple. Cette douleur-là, en général, elle est limitée dans le temps et elle disparaît lorsque nos tissus cicatrisent. Ça peut être, par exemple, la consolidation de fractures, la guérison d'une brûlure ou des contusions, mais elle peut parfois aussi devenir chronique, par exemple l'arthrose. Et en général, la douleur nociceptive répond bien aux traitements médicamenteux antalgiques, les traitements classiques. Dans un second temps, on va aussi parler, donc là on a vu les douleurs nociceptives, il y a aussi les douleurs neuropathiques. Donc ce sont des douleurs qui sont consécutives à une lésion primaire ou à un trouble de notre système nerveux central, ou voire même périphérique. Là on parle aussi de sensibilisation centrale, c'est-à-dire que cette douleur,
Elle n'est pas causée par des nerfs qui transmettent des messages au cerveau ou par même les tissus qui sont blessés ou irrités. Mais elle est plutôt causée par un dommage d'un nerf ou voire même par un dysfonctionnement de notre système nerveux. Ces nerfs qui sont endommagés lancent des messages anormaux de la douleur à notre cerveau. La douleur neuropathique est plus difficile à diagnostiquer par rapport à la douleur nociceptive. Et disons que c'est plutôt, il n'y a aucun en fait signe de maladie. C'est le nerf, en fait, le problème vient du nerf lui-même ou du cerveau. Ça va être le cas, par exemple, dans les sciatiques où le nerf est un peu irrité par une hernie discale ou quelque chose comme ça. On va avoir le nerf lui-même qui va être un petit peu irrité, un peu inflammé parfois, et qui peut faire, donc, comme est marqué sur le dessin, des brûlures, des picotements, des charges électriques. Donc ça, c'est propre d'un nerf qui a un peu d'inflammation ou d'irritation ou une compression liée à différentes choses mécaniques. On peut reprendre aussi l'exemple du zona, où dans le zona, on a des sensations de brûlure. Le zona affecte les nerfs de la douleur aussi. Donc, on peut parler aussi de douleur du membre fantôme. On nous a sectionné, un membre a été sectionné et bizarrement, on ressent de la douleur à cet endroit-là. Donc, la douleur neuropathique, c'est vraiment une douleur de ce fait très, très, très difficile à décrire. Aussi, comme vous a dit Camille, c'est des douleurs qui sont décrites comme lancinantes, avec des décharges électriques parfois, des brûlures qui sont fréquemment aussi associées à des fourmillements. On a aussi un engourdissement. Bon. Voilà, tu as tout dit, Camille. Il y a un troisième type aussi de douleur, c'est la douleur nociplastique. Donc, ce sont des douleurs qui sont invisibles aux examens. On aura beau tout faire, passer un IRM, un scanner ou même des radios, rien n'apparaît. Mais pourtant, la douleur est bien là. Donc, ce ne sont pas des maladies imaginaires. On peut reprendre par exemple le syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est un trouble digestif qui se caractérise par des malaises ou des sensations de douleur au ventre. Mais ces malaises, ces malaises sont associés à la modification de la vitesse de passage des aliments dans le côlon. Donc, c'est lié en fait à des douleurs nociplastiques. Là, on peut parler vraiment de douleurs nociplastiques. Oui, c'est par exemple aussi les maux de tête. Finalement, de temps en temps, on a des maux de tête et ça va être rien. On sait assez bien pour les maux de tête en fin de journée ou quoi que ce soit, c'est pas lié à une anomalie. On n'a pas de pathologie neurologique. Ça n'empêche. On a ces maux de tête et puis voilà, donc il y a pas mal de pathologies comme ça où on ne retrouve pas de choses. Il y a des fois donc les maux de tête, les migraines aussi, finalement les examens sont souvent normaux. C'est un peu à mettre de côté parce que c'est plus complexe que ça, mais donc il y a différentes maladies pour lesquelles il n'y a pas de lésion et par contre on comprend bien qu'il y ait des douleurs. C'est le cas en neurologie, c'est le cas en gastro-entérologie et c'est le cas en rhumatologie avec la fibromyalgie. Alors peut-être s'il y a des questions, on en parlera un petit peu plus, mais sinon, voilà, la fibromyalgie, ça va être des douleurs avec des choses un petit peu typiques aussi associées à une fatigue sans lésion dans les examens qu'on a retrouvés et en ayant éliminé toutes les autres causes de maladies et de douleurs. Donc, ça va être des douleurs assez diffuses pour lesquelles on ne retrouve pas de maladies sous-jacentes qui expliquent les douleurs. Ça n'empêche qu'on comprend bien maintenant ces mécanismes au niveau des nerfs qui font qu'on peut avoir des douleurs comme ça, alors qu'il n'y a pas de lésion sous la peau là où on a mal. Est-ce qu'il y avait des douleurs particulières sur ce sujet-là? Alors, Clément, j'ai pas de. En fait, finalement, vu que je suis en plein écran, je vois pas forcément les questions, mais je pense que là, on a répondu sur les types de douleurs ou les horaires, les choses comme ça.
C'est ça. Et puis, l'incidence, la durée, la variété. Ah bah J'avais des justement, questions. Pourquoi parfois je ne me redresse pas complètement? Pourquoi la douleur se manifeste-t-elle ici ou maintenant? Pourquoi elle d'accord. apparaît ou disparaît sans prévenir? À qui s'adresser pour évoquer la douleur au moment où elle survient? Bon, bah donc la chronologie, les choses comme ça, on va en parler juste après. Ça fait une bonne transition. Est-ce que tu voulais, Océane, refaire la différence un peu entre qu'est-ce qu'une douleur aiguë, qu'est-ce qu'une douleur chronique, qui sont finalement deux phénomènes vraiment différents? Oui, tout à fait. On va refaire un petit point là-dessus. Donc, tout d'abord, par rapport à la douleur aiguë. Il faut savoir dans un premier temps, versus la douleur chronique, que c'est une douleur qui ne dure pas dans le temps. Cette douleur, on peut la considérer, moins de 3 mois. Donc moins de 3 mois, mais il faut tout d'abord, à condition que la cause soit traitée. C'est une douleur qui se traite assez facilement par des médicaments aussi, par des moyens physiques. Ça peut être du chaud, une vessie de glace, du repos, mais aussi par des stratégies psychiques. Par exemple, la méditation ou aussi la respiration profonde. Là, tu parles de la douleur chronique, Océane? Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est plus des douleurs qu'on soigne, qu'on traite en premier lieu avec du chaud, du froid aussi. Parce juste pour conclure sur la différence aiguë-chronique, en fait, aiguë, bah, c'est le signal d'alerte, c'est on se brûle et ça va être une douleur aiguë, on se casse la jambe, on se brûle, on tombe, on se fait mal et elle a un but d'alerte et on va la traiter en traitant la cause. Là où la douleur chronique, et c'est ce que nous expliquait Océane, ça va être un phénomène beaucoup plus complexe où beaucoup de choses rentrent en compte. Alors que la douleur aiguë, elle signale un problème aigu qu'il faudra traiter en tant que tel. Et on va traiter la douleur, mais on va traiter la douleur en traitant le problème. C'est le cas d'une fracture qu'on va immobiliser, d'une plaie qu'on va faire cicatriser, etc. C'est plutôt dans ce cadre-là. Là où c'est pas trop le cas de la douleur, et c'est ce que tu nous as raconté justement maintenant, Océane, c'est qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte dans la douleur chronique et plus finalement que le phénomène initial. Voilà, dans la douleur chronique, c'est une douleur qui, elle, par rapport à la douleur aiguë, est continue. Elle dure plus de 3 mois. Et aussi, comme tu disais, c'est une douleur qui est inutile par rapport à la douleur aiguë. Donc, elle n'a pas de fonction en fait d'alarme. Alors justement, quand on est dans les douleurs chroniques, là par exemple, j'avais une question. Après 26 ans de polyarthrite rhumatoïde sévère et ayant 49 ans aujourd'hui, l'arthrose se mêle à la polyarthrite rhumatoïde, donc encore plus de douleurs mécaniques. Donc là, on est vraiment dans les douleurs chroniques, hein. J'ai beaucoup de mal à gérer la douleur, tant physiquement que psychologiquement. Serait-il nécessaire et intéressant sur le plan médicamenteux de consulter un centre antidouleur? Je crois que vous aviez prévu d'en parler un petit peu. Oui, j'ai fait un petit point à la toute fin sur qu'est-ce qu'un centre antidouleur, qu'est-ce qu'il propose, etc. Donc, pour le centre antidouleur, on va en parler après. Mais c'est vrai que, par contre, la douleur chronique, voilà, elle mêle une douleur qui peut être liée au rhumatisme. On sait que parfois, le rhumatisme engendre au niveau de l'os des séquelles ou des choses qui restent dans le temps. Et parfois, on a de l'arthrose qui s'installe, qui est liée à quelque chose qui s'est passé dans le passé, une poussée sur un genou, mais aussi parfois pas du tout. On peut avoir de l'arthrose qui est un phénomène à part et qui n'est pas lié à son rhumatisme. Et donc, faut mélanger ces types de douleurs-là qui n'ont pas forcément les mêmes horaires, pas forcément la même prise en charge. Et c'est pour ça que ça devient complexe. Et comme l'a bien marqué Océane dans la diapo, rentre en jeu les phénomènes psychiques, le phénomène de la prise de comment on gère l'activité physique et comment on gère le retentissement sur les activités du quotidien. Donc, tout ça, c'est là où ça rentre vraiment dans la douleur chronique qui est complexe parce qu'il y a plein de phénomènes qui se surajoutent les uns et les autres et qu'il faut prendre en charge conjointement. Bah oui, tout à fait. Il y a plusieurs conséquences possibles puisque
notre corps va de pair avec l'esprit. Donc, effectivement, la douleur chronique a plein de répercussions sur nous, sur notre travail, sur les modifications par rapport au comportement. On peut éprouver de l'exacerbation ou même à être un peu agressif avec notre entourage. Parfois, on peut se dire, bah mince, le traitement ne marche pas. On peut avoir franchement une perte d'espoir. On peut, comme on a mal, du coup, on dort pas la nuit, donc on se réveille, on est anxieux. On a aussi des problèmes de troubles de la concentration, car physiquement et mentalement, on est épuisé. Donc oui, la douleur chronique a vraiment un impact multidimensionnel par rapport à notre organisme. Et c'est là où les centres de la douleur peuvent avoir une compétence à ajouter parce qu'ils ont justement cette prise en charge-là de la douleur chronique. Donc parfois, c'est vrai quand les médicaments et la prise en charge par notre médecin ne nous semblent plus suffisante, on peut tout à fait se tourner vers un centre de la douleur et je vais y revenir après. Mais en effet, la douleur chronique, ça va jouer sur l'activité physique, sur la fatigue, sur la relation avec les autres, sur le sommeil. Et c'est là où en fait, il faut prendre en compte toutes ces petites choses et essayer de travailler sur chacun des phénomènes et pas que finalement sur le rhumatisme, si on prend la rhumatologie pour exemple. On a justement une personne qui avait témoigné en disant est-ce que c'est normal de s'endormir régulièrement dans la journée? Je suis assez active et dès que je me pose en rentrant du travail après un effort, je m'endors. Pourquoi je n'arrive plus à faire les mêmes choses qu'avant? J'ai 41 ans et pourtant je n'ai plus d'endurance physique. Je dois me coucher tôt, je n'arrive plus à marcher longtemps ou à porter des choses. Cela est très anxiogène pour l'avenir. Je trouve que c'est un beau témoignage qui est d'une des personnes qui est présente aujourd'hui et qui répond bien à ce que vous êtes en train de dire. Oui, tout à fait, clairement. Et puis donc on sait qu'en fait, parfois le souci, c'est que ça fait aussi un peu entre guillemets boule de neige. Plus on a mal, moins on bouge. Malheureusement, on sait que certaines douleurs, elles sont bien soulagées par le mouvement et que finalement garder une activité physique, c'est hyper important. Donc parfois, et c'est là où par exemple les kinés, et on en reparlera au prochain live, nous aident. C'est que parfois ce qu'il faut, ça va être fractionner les activités et se forcer à faire un petit peu plein de fois. 5 fois 10 minutes plutôt qu'1 heure d'activité pour pouvoir garder une activité physique et sortir un petit peu du cercle vicieux qui fait qu'on fait moins d'activité parce qu'on a trop mal. Donc ça, c'est vraiment important et la douleur chronique, c'est là aussi pour lequel aujourd'hui vous avez l'infirmière qui vous parle, le médecin qui vous parle et la prochaine fois, la kiné, l'ergo, parce que c'est une douleur qui doit être prise en charge par toutes les spécialités et c'est vraiment une prise en charge conjointe de tout le monde, quoi. Et en effet, la fatigue, c'est souvent un retentissement. Ça peut être lié à la maladie, quand on a une maladie très active. Ça peut être lié parfois aux médicaments. C'est ce qui est marqué un petit peu là sur la diapositive. Ça peut être aussi lié au manque d'activité physique. Finalement, moins on fait de sport, parfois la fatigue, le fait de ne pas être rythmé par une activité physique, on est aussi plus fatigué. Donc, c'est là où ça fait vraiment quelque chose de très complexe et lié à plein de facteurs. Et il faut essayer de jouer sur différents facteurs et pas sur un seul pour ce type de problème, quoi. Justement, Camille, tu parles de facteurs et on a une question qui revient quand même assez souvent dans nos groupes, hein. Quel est l'impact du climat sur la douleur? L'humidité et la pression atmosphérique sont-elles des critères impactants? Oui, alors, je me l'étais marqué, j'ai un petit peu cherché, hein, mais parce que j'ai bien vu cette question avant qu'elle soit posée. Je vous remercie de l'avoir soulevée. Alors oui, je pense qu'Aline est là avec nous. C'est souvent quelque chose qui est rapporté par les malades. La pluie, ou le temps pluvieux, le temps chargé comparé aux journées d'été, c'est pas les mêmes sensations de douleur, plutôt chez les patients qui ont de l'arthrose. J'ai fait un peu la littérature avant de venir
venir ce soir, il n'y a pas d'études bien menées qui nous expliquent pourquoi. Je n'ai pas vraiment trouvé un point clé à vous dire c'est parce que tel ou tel problème, mais c'est bien décrit. Quand on prend des cohortes de malades et qu'on pose la question, c'est quelque chose qui ressort. Donc oui, il y a un impact du climat, plutôt donc le froid, l'humidité versus le chaud, le temps sec qui est souvent mieux vécu, sans que je puisse vous dire exactement pourquoi. Et soulever la question peut-être de l'hygrométrie, la pression atmosphérique, ce genre de choses. Mais pour que les choses soient bien comprises, souvent, il faut faire des études en faisant de la recherche plus poussée. Et étudier la pression atmosphérique et les douleurs, c'est quelque chose qui est assez complexe. Donc, il n'y a pas d'études très, très bien faites sur le sujet. Mais par contre, c'est vrai que c'est démontré dans des grandes cohortes de patients que ça a un rôle, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Aline, tu voulais… Non, bah, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous disent qu'ils ont leur baromètre dans leurs genoux ou dans leurs mains. Moi, je me suis toujours demandé si c'était pas aussi que voilà, quand il fait un peu moins beau, quand il pleut, on est de moins bonne humeur et on parlait du cercle vicieux psychologique. Et c'est vrai que souvent, quand on se sent moins bien, on sent la douleur plus forte peut-être. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vécu. Donc, est-ce que c'est ça? Et du coup, on fait le lien voilà, est-ce que c'est juste ça tombe au même moment parce qu'il y a un biais, un facteur confondant qui fait qu'on fait le lien à tort? Ou est-ce qu'il y a un vrai lien? Je pense qu'on n'aura jamais vraiment de moyen de le savoir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est effectivement vécu. Sophie, je te vois hocher la tête. Excuse-moi, attends. Hop. Oui. Oui, en fait, c'est quelque chose que je constate et je vois un peu aussi comme Aline que parfois, oui, ça joue aussi sur le moral quand le temps est moins bien. Donc forcément, nous aussi, on est un petit peu moins bien. Voilà. Mais bon, s'il y a des cohortes de patients pour tester justement sur le temps, si on me dit moi d'y aller pour tester au niveau tropical, voilà, que je passe un mois là-bas et vous rassurer, je suis prenante. On le note. Après, tropical, je ne sais peut pas, être parce que je crois humide, qu'il y a quand même une histoire de pression et de pourcentage d'humidité. Alors, il faudrait du sec, il faudrait plus du Sahara que du tropical, je crois. Mais Mais c'est bon. pas grave, je prends quand même. Excuse-nous, Océane, pour cette petite aparté. Petite interprétation. J'ai une patiente comme ça qui s'était dit je vais vivre en Australie pour guérir de mes douleurs. Et bon, finalement, elle est revenue en France. Elle est revenue. Je ne sais pas ce qu'on doit en conclure, mais j'avais trouvé ça génial. Est-ce que, Océane, tu voulais dire d'autres choses sur la douleur chronique? Après, on passe plutôt sur les traitements, etc. Est-ce que tu y avait d'autres choses que tu voulais dire? Je pense qu'on a fait le tour par rapport à la douleur chronique, l'ambiguïté de ce type de douleur. C'est une douleur assez complexe aussi par rapport au mécanisme de la douleur aiguë. Du coup, j'interviens parce que Ouais. j'ai encore des questions sur ce qui sont peut-être plus spécifiques aux douleurs avant qu'on passe au traitement. Je vous laisse répondre l'une ou l'autre. Je ne sais pas qui aura la réponse à mes questions. C'est des questions qui ont été posées dans le chat. Je vais essayer de les retranscrire telles qu'elles ont été données, ce qui ne va pas être facile parce qu'elles ne sont pas tout à fait claires. Déjà, on a parlé de douleur projetée. Tu l'as vu, Camille, dans le chat, comme une douleur qui est ressentie à un endroit et qui serait causée par autre chose, et notamment un autre endroit qui serait, la cause serait ailleurs. Là, on donnait l'exemple de la douleur dans le genou, mais qui serait causée par autre chose. Est-ce que tu as quelque chose, une remarque à dire par rapport à ça? Oui, c'est vrai que c'est assez bien décrit en rhumatologie. Des douleurs, par exemple, je pense, ce qui est sous-tendu par la question, c'est des douleurs de hanche qui engendrent une douleur un peu plus bas dans la jambe, qui serait plutôt en regard du genou. Alors, je n'ai pas de physiopathologie là comme ça pour expliquer pourquoi la douleur est ressentie plus bas dans la jambe, mais en tout cas, nous, c'est des choses qu'on connaît bien et je ne suis pas sûre que ça fasse appel à l'anatomie et à des trajets nerveux particuliers, mais c'est vrai qu'on décrit des douleurs projetées dans certaines pathologies
c'est surtout la hanche qui peut, une douleur de hanche, entraîner une douleur un petit peu ailleurs. Donc, ça, c'est des choses qu'on connaît bien en rhumatologie, si c'est ce à quoi ça faisait question. Après, c'est vrai qu'une douleur, ça va être quelque chose qui est projeté, mais en regard. Là, c'est au niveau de la cuisse et du genou. Projeté très loin ailleurs, ça, c'est pas quelque chose que je connais ou qui est bien décrit. Je pense. Peut-être que la personne va dire si on a bien répondu à la question ou si c'était un peu quelque chose d'autre qu'elle avait en tête. Peut-être qu'il y aura d'autres questions dans le chat à ce sujet. J'en profite pour poser la deuxième question pareil, à l'une d'entre vous. Une question très intéressante. Pourquoi le stress augmente la douleur? Alors, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde d'ailleurs, hein, mais en tout cas, c'est une question qui a été posée dans le chat. Est-ce que je dis un mot et Océane, si tu veux, tu me complètes. Je pense qu'il y a déjà une part, c'est quand même ce qu'on a expliqué un peu tout à l'heure, tout le côté plurifactoriel des douleurs et avec plein de choses qui rentrent en compte, et donc le stress aussi. Et puis, rien que d'un point de vue purement anatomique, si on est très stressé, très contracturé, ça va aussi jouer sur les douleurs. Une douleur du dos ou pour lequel on est très douloureux, on est très contracté, finalement, malheureusement, on surajoute à la douleur une douleur un peu musculaire. Donc ça peut rentrer en compte, juste un phénomène un peu musculaire surajouté dans le cadre d'un stress où on est très très figé, où on est très très douloureux. Malheureusement, ça peut jouer aussi là-dessus. Est-ce que Océane, tu veux nous en dire plus? Parce que c'est vrai que le stress est aussi un facteur dans les douleurs chroniques surajoutées, quoi. Bien sûr, oui. De toute façon, comme on a dit, le mental va de pair. On ne peut pas dissocier en fait le corps et l'esprit. Et effectivement, si je suis stressée par X ou X raison, parce que je ne sais pas moi, je me fais du souci pour les enfants aux caisses, où j'ai eu un événement familial important, c'est sûr que je ne vais pas être bien. Les douleurs que je ressens vont être majorées, même plus que d'ordinaire. Donc oui, le stress est un facteur qui rentre en jeu. Tout à fait. Dernière question, c'est en lien avec les menstruations. Une des participantes disait qu'elle faisait le lien entre les douleurs et les menstruations. C'est-à-dire que les douleurs étaient vraiment plus intenses au moment des menstruations. Est-ce qu'on peut effectivement faire ce lien? Est-ce qu'il est connu et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a, oui, il y a une sorte. Alors, j'ai pas d'explication vraiment bien précise à dire, mais c'est quelque chose qui est rapporté, un peu comme l'histoire du climat, etc., de douleurs un peu plus fortes en temps de menstruation. Ça, c'est quelque chose qui est parfois rapporté, ou de rhumatisme un peu plus actif en temps de menstruation. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque, c'est quelque chose qu'on m'a déjà rapporté. Mais de là à en faire une explication bien complète et médicale, j'ai pas forcément de clés à vous apporter. Est-ce qu'Aline, toi, tu as des notions de choses particulières, à part le fait qu'on est peut-être globalement un peu plus sensible à ce moment-là, un peu plus avec un corps un peu plus en alerte? Effectivement, comme tu dis, ça peut être une période aussi où on est plus fatigué, un peu anémié, etc. Donc, rien que ça peut faire que la douleur est ressentie plus fortement. Et après, il existe une maladie particulièrement douloureuse au moment des menstruations qui s'appelle l'endométriose, qui est une maladie gynécologique, mais qui, là, donne des douleurs très particulières, vraiment très rythmées par les cycles menstruels, qui sont plutôt en général dans la région abdominale ou pelvienne, en bas du ventre. Voilà, qui ressemblent à des douleurs de règles, mais qui seraient beaucoup trop intenses par rapport à ce qui est habituellement ressenti par les femmes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose quand même, si c'est ce type de choses-là, ça peut valoir la peine quand même d'en parler à un gynécologue pour dépister cette maladie qui est de mieux en mieux connue. Mais si c'est simplement façon de parler, si c'est une exacerbation ou une crise de rhumatisme inflammatoire au moment des règles, je pense que l'explication que tu donnais, Camille, est la plus plausible. Du coup, Océane, Camille, je vous laisse poursuivre. Ça marche.
Alors après, on avait fait un tout petit point sur la sensibilisation centrale avant de passer aux médicaments. Je vous en touche un petit mot, mais c'est quelque chose de très complexe. On sait maintenant qu'un des phénomènes dans la douleur chronique, c'est un petit peu l'autonomisation des douleurs. Le fait que le corps se soit habitué à avoir mal fait qu'il y a un signal qui est plus ressenti par le corps et qui fait qu'on a d'autant plus mal. Donc, on sait que à force d'avoir stimulé les nerfs pour les douleurs, le cerveau s'habitue et baisse un petit peu son seuil d'activité. Donc, c'est pour ça que parfois, plus on a mal parce que le cerveau s'habitue. Et c'est là aussi où rentre en jeu toute la prise en charge de la douleur chronique pour essayer de jouer sur la douleur chronique parce que le corps a tendance à s'habituer à cette douleur et à garder un petit peu pas une cicatrice, mais un symptôme qui reste là à cause de la douleur. Et par exemple, on sait que quand on va avoir une douleur chronique beaucoup à un endroit, et ben progressivement, la douleur peut s'agrandir un petit peu. C'est ce qui s'appelle l'extension de la zone, où les nerfs qui sont autour vont être un petit peu sensibilisés et vont avoir tendance à s'activer et à faire qu'on a un petit peu mal dans une zone un peu plus grande quand ça fait longtemps qu'on a mal à un endroit. On peut aussi avoir une douleur qui est là pendant plus longtemps, les fois d'après quand on va se faire mal, ou on va avoir mal quand on touche, alors que ce serait une sensation qui normalement ne devrait pas nous faire mal, ou on a plus mal que ce que normalement on a mal quand on touche à cette zone-là en termes de pression. Donc tout ça, c'est c'est expliqué par la sensibilisation centrale. En fait, alors c'est quelque chose qui est très complexe et aujourd'hui on ne va pas forcément rentrer dans les détails qui sont vraiment de l'ordre du surspécialiste, mais il va y avoir des choses qui vont être libérées dans le corps humain au niveau chimique et qui vont faire que ces nerfs-là sont activés un peu plus qu'à la normale et s'habituent à cette douleur. Et c'est ce qui se passe quand on a très très mal pendant longtemps. Après, le corps humain est un peu habitué, en fait, surtout le cerveau, à baisser son seuil de douleur et à faire que cette douleur reste dans le temps. Et c'est là où rentrent en jeu tous les médicaments de la douleur un petit peu chronique dont on va revenir après, qui ne sont pas des médicaments de la douleur aiguë, mais de la douleur chronique. Donc voilà, dites-nous si vous avez des questions là-dessus. Ça peut être assez complexe. Je sais que dans certaines vidéos, dans des vidéos faites par des centres de la douleur, j'ai vu passer sur Internet des vidéos très bien faites par des équipes hospitalières ou médicales, pas des vidéos faites par tout le monde non plus, parce que c'est quelque chose de vraiment très complexe et en tout cas bien connu par certains spécialistes. Donc, ça vaut le coup d'en parler avec votre médecin du fait que voilà, la douleur chronique engendre aussi de la douleur en elle-même sans avoir une nouvelle lésion. Et je crois que quelqu'un en parlait justement dans les questions de tête, du fait que la douleur parfois peut s'installer aussi un petit peu dans le temps. Et c'est là où vraiment le bénéfice de prendre en charge la douleur chronique de toutes les manières et pas seulement avec un médicament. Alors Camille, je vais me faire un petit peu, c'est très intéressant et merci beaucoup d'être entrée là dans ce détail parce que c'est important, je pense, pour les patients qui sont là aujourd'hui. Il est 18h45, voilà. Il nous reste un alors petit on quart d'heure. s'active. En un mot, Océane, je te laisse parler de cette partie-là, la prise en charge avant que j'aborde les médicaments. Oui, exactement. On peut se poser la question, comment on peut devenir acteur de notre gestion par rapport à nos douleurs. Donc, comme tu l'avais dit précédemment, on peut établir des objectifs personnels. Ça peut se dire, voilà, je sors de chez moi, je vais aller à l'autre bout de la rue, etc. Mais il faut surtout se donner des objectifs qui soient simples et réalisables dans le temps. On peut penser à des choses qu'on aime bien faire, la marche, ça peut être autre chose, hein. Donc, il faut que ce soit vraiment des objectifs qui soient simples et réalisables pour que vous puissiez vous y tenir. Ça peut être aussi également réaménager notre environnement, mettre tout à portée de main, par exemple. Il y a aussi pas mal d'acteurs qui rentrent en jeu.
Donc, on peut faire appel à un ergothérapeute qui pourra notamment vous proposer des aides techniques, peut-être des attelles ou des orthèses de repos. Dans le cadre du travail, ça peut être un aménagement de son poste de travail. L'assistante sociale aussi, elle peut vous aider dans certaines de vos problématiques, notamment d'ordre administratif, professionnel ou même financier. Il y a aussi la diététicienne, le kiné, la psychologue. Il y a aussi le rôle du médecin et l'infirmière. Et justement, c'est un petit pont pour Sophie qui vous parlera la prochaine fois, et toutes les associations de patients, là, c'est un vrai bénéfice de discuter avec des malades qui ont des symptômes proches des siens pour avancer ensemble. Justement, vous avez fait l'introduction à la prochaine, au prochain live, car il y aura kiné, ergo et association. Eh bien, parfait. En 2 mots, les antalgiques. Alors, vous pouvez peut-être marquer sur le chat des noms de médicaments que vous demandez ce que c'est ou que vous prenez ou dont vous voulez parler aujourd'hui. Je vous laisse faire et comme ça, moi, je commence un petit peu à l'oral sur les médicaments. Et puis, Océane, tu me complètes un peu au fur et à mesure. C'est important de mettre d'une part les médicaments de la douleur aiguë, de l'accès aigu, de la douleur chronique et de la maladie. Il y a un peu 3 choses. Il y a déjà les traitements aigus, donc ça va être ce qui est un peu marqué ici. Les médicaments chroniques, et c'est là où on va parler des antalgiques à visée neuropathique, de certains médicaments. Et là, c'est un petit peu plus complexe. Et en 3e lieu, des médicaments de la maladie pour calmer, pas le symptôme, mais calmer la maladie. Et là, on n'entre pas du tout, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça va être le fait d'avoir une biothérapie, d'avoir un médicament de fond pour sa maladie, etc. Alors, les antalgiques, en fait, les antalgiques, c'est assez simple et codifié, c'est 3 paliers. Ça fait une pyramide. Le plus bas, le plus classique, c'est le paracétamol. Alors attention, le paracétamol, et c'est très bien parce que quelqu'un a posé la question dans le live sur les douleurs et le paracétamol. C'est le premier médicament qu'on va toujours vous proposer, qui est en vente libre en pharmacie, mais qui peut avoir, en cas de surdosage, un problème au niveau du foie, et donc il ne faut surtout pas faire de surdosage et trop consommer en paracétamol. Donc on dit 3 à 4 grammes par jour maximum, donc ce sera une prise toutes les 6 à 8 heures maximum, et ça c'est très important de s'y tenir parce que ça peut arriver chez n'importe qui, donc qu'on ait des antécédents, pas d'antécédents, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on est à risque de problèmes hépatiques, donc du foie, si on en prend trop. Et c'est là où il y a un gros signal d'alerte et où votre pharmacien, votre médecin traitant ont un vrai apport pour vous au quotidien, c'est que dans certains médicaments autres, il y a du paracétamol. Et là, c'est là où vous devez bien regarder vos boîtes de médicaments avant de prendre un médicament quand il y a une douleur, c'est que certains contiennent du paracétamol. Et je vais citer des noms au hasard, mais le dafalgan-codéiné, l'X-prime, le Zaldiar, là comme ça c'est les seuls qui me viennent à l'esprit, la lamaline, contiennent du paracétamol, et donc si vous décidez j'ai pris un Doliprane mais j'ai trop mal, je reprends un médicament, il faut faire attention que dans ce 2e médicament il n'y ait pas déjà du paracétamol et qu'on passe au-dessus de la dose qui est acceptée. Donc ça, c'est vraiment un message clé, et je pense qu'il est important de dire aujourd'hui, parce que ça, c'est vous qui êtes un peu acteur au quotidien, vous avez vos boîtes de médicaments, et si vous avez le moindre doute, vous en parlez avec le pharmacien qui, lui, connaît ça par cœur et saura vous dire OK, ça c'est bon, ou non, ces deux-là ensemble, il ne faut pas. Donc l'automédication, c'est jamais bon. C'est toujours des médicaments que vous avez, qu'on vous a prescrits, qui sont sur votre ordonnance. Mais si vous avez une ordonnance peut-être de plusieurs médecins, il faut faire attention aussi sur les médicaments de la douleur, de qui contient du paracétamol ou non. Les paliers 2, c'est les opioïdes faibles, donc c'est des médicaments plus forts. Ça va être la codéine, le tramadol, la poudre d'opium.
L'acupan, c'est un peu à cheval entre les deux, c'est les petites ampoules en verre pour ceux qui ont déjà pris, qui sont le niveau au-dessus de la douleur qu'on peut prendre quand on a des douleurs. Et le troisième niveau, le plus fort, vraiment le plus fort de ce qui existe finalement, ça va être les morphiniques, les opioïdes forts. Et pour vous donner un exemple, c'est le Skenance et l'Oxycontin, qui sont des médicaments qu'on prend plutôt en cure courte, sur prescription toujours, pour un événement très aigu. Et on essaye au mieux de ne pas les prendre trop longtemps. Voilà. Les anti-inflammatoires, donc il y a les AINS ou les corticoïdes, donc non stéroïdiens AINS ou stéroïdiens corticoïdes, plein de formes différentes, en gel, en infiltration, en intraveineux, en comprimé, qui peuvent avoir des bénéfices pour les rhumatismes. Là aussi, petit signal d'alerte, les anti-inflammatoires, il faut faire toujours attention sur le fait qu'on n'ait pas d'autres médicaments qui nous empêchent de les prendre. Il peut y avoir des médicaments qui contre-indiquent les anti-inflammatoires, donc pas d'automédication, toujours sur prescription et au moindre doute, on en parle avec le pharmacien si on a le moindre doute à ce sujet-là. Est-ce que tu voulais parler des antalgiques à visée neuropathique? Océane, nous dire un mot là-dessus rapidement Oui. parce qu'on n'est pas en avance, mais… Ouais, tout à fait. Donc, pour la douleur chronique, surtout neuropathique, il y a les antidépresseurs et les antiépileptiques marchent bien en fait. Les antidépresseurs, je peux donner des exemples. Il y a le Laroxyl, le Cymbalta ou même les Fexor. Donc tout ça en fait vont moduler, vont agir sur l'humeur et donc ça va aussi moduler en fait la perception douloureuse. Il y a aussi des traitements qu'on peut recevoir soit en comprimé ou aussi par perfusion à l'hôpital dans les services. C'est l'anafranil aussi, qui est une très bonne indication en fait pour traiter les douleurs neuropathiques. Donc en aparté, on peut aussi jongler sur les traitements épileptiques de type Lyrica, Neurontin ou Rivotril. Donc on les utilise notamment aussi en post-opératoire. Voilà, ils agissent très bien au niveau du cerveau, ils agissent aussi très bien au niveau des structures nerveuses périphériques. Donc, ça permet bien de réduire l'inflammation. C'est vraiment des médicaments, ces 3 cases-là qui sont, c'est le médecin qui s'en occupe, mais votre médecin qui s'en occupe, mais qui peuvent s'associer entre eux et qui ne vont pas viser forcément les mêmes types de douleurs, les mêmes moments. Donc, ça, c'est important. Je pense que pour les médicaments, je vous laisse poser peut-être des questions dans le chat si vous avez des questions et puis on continue au fur et à mesure de discuter d'autres choses. Peut-être qu'il y aura des questions sur la durée, sur l'impact de la prise des médicaments. N'hésitez pas à poser vos questions sur comment choisir, vers qui se tourner. Si vous avez des questions, Olivier est là pour… Oui, au pire des cas, on répondra par mail si jamais on n'a pas le temps aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas. Océane, non médicamenteuse, tu as déjà fait un bon point tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais kiné, ergo, association de patients, fractionnement des activités, tout ça, ça nous paraît primordial en association aux médicaments. Et ça va être très bien abordé la prochaine fois. Est-ce que tu voulais dire autre chose aujourd'hui Oui, après, dans les techniques non médicamenteuses, il y a aussi, par rapport à la gestion de la douleur, tout ce qui est thérapie, on appelle ça les thérapies cognitivo-comportementales ou la relaxation, même Olivier, l'hypnose. Il y a aussi, comme on avait dit, tout ce qui est thermothérapie, le chaud, le froid, la cryothérapie. Ça peut être aussi des moyens ordinaires. Par exemple, on immobilise le bras qui nous fait mal. On trouve différentes petites astuces. Donc voilà. Après, on peut parler aussi d'homéopathie, mais je pense que c'est pas envisagé car c'est des traitements qui coûtent. Enfin, c'est l'homéopathie est quelque chose. C'est pas un traitement. L'homéopathie quelque chose qui coûte. C'est assez onéreux et on peut se poser la question si c'est vraiment efficace. Je pense que les filles vont très bien l'expliquer la prochaine fois, mais ce qu'on dit souvent et ce qu'on dit en ETP, c'est qu'on
mieux vaut essayer beaucoup de thérapeutiques comme ça, non médicamenteuses, et voir si on est réceptif, si c'est quelque chose qui nous plaît, quelque chose auquel on accroche. Et il y a des gens qui vont dire bah, ça c'était super, et puis quelqu'un d'autre qui va l'essayer et va dire bah, ça ne me correspond pas du tout. Donc toutes ces techniques-là, elles valent le coup d'être essayées et puis pas forcément poursuivies dans le temps si finalement c'est pas ce qui nous correspond à nous. Il y a quelqu'un qui cite la sophrologie, c'est tout à fait aussi dans la même idée. Il y a des gens qui vont trouver ça super et d'autres qui vont peut-être moins accrocher. Donc, en tout cas, il y a une multitude de choses qui existent et qu'il faut peut-être tester, essayer, se renseigner. Alors Camille, tu parles de tests, justement, on avait une question par email. Est-ce que des personnes ont déjà eu recours à des substances interdites en France? Alors, je suppose qu'on parle de cannabis, mais pas en Europe, pour gérer ou calmer la douleur. Qu'en pensez-vous? Bah là, peut-être que les gens peuvent répondre dans le chat, nous dire ce qu'ils en pensent. Je me suis aussi un petit peu renseignée. Nous, en rhumatologie, à l'heure actuelle, ce n'est pas un médicament qu'on propose si on parle des dérivés de cannabis, parce qu'il n'y a pas d'études en rhumatologie à l'heure actuelle qui nous permettent de conclure et de proposer une thérapeutique. Donc, ce n'est pas un médicament qui est proposé parce qu'il n'y a pas d'études et que donc on ne peut pas, en pratique courante, vous le proposer. Ça n'empêche que je sais qu'il y a des gens qui de plus en plus consomment de dérivés de cannabis, surtout le cannabidiol qui est maintenant, vous l'avez peut-être vu dans la rue, dans des magasins qui proposent cela. Ce n'était pas encore le cas il y a, je pense, 5 ou 10 ans en France, et qui vous pouvez peut-être vous poser la question de se tourner vers ce type de dérivés de cannabis. Alors, c'est des dérivés qui ne contiennent pas de THC et qui ont plutôt une visée à type relaxante. Voilà. Le problème étant que c'est des choses qui sont sans ordonnance, donc pas forcément pas contrôlées comme un médicament, et j'ai refait le point avec un addictologue à la vue de cette question qui travaille avec nous à la Riboisière. Il y a des addictologues très forts à la Riboisière avec qui on a l'habitude de travailler au quotidien, qui nous aident même pour le tabac ou différentes choses. Et pour ce qui est du cannabidiol, en fait, il n'y a pas d'études réalisées sur les quantités qu'il faut et la gestion des quantités. Donc, je ne peux pas vous apporter de questions vraiment sur le sujet aujourd'hui dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas d'études, et il n'y a pas d'études aussi sur les doses du cannabidiol que vous pouvez acheter dans les magasins à l'heure actuelle. Ça n'empêche que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, et je pense qu'avec le temps qui passe, il y aura de plus en plus d'études et on pourra probablement plus vous en dire au fur et à mesure. Il reste encore quelques minutes, oui. Ouais, j'en profite pour vous poser une question qui est apparue aussi dans le chat, qui est très intéressante. C'est l'impact des médicaments. En l'occurrence, là, on parle des antalgiques. Je sais bien que ça va être peut-être un peu difficile d'établir des liens entre effets secondaires, parce qu'il y a vous avez parlé de beaucoup de médicaments, mais est-ce qu'il y a des effets sur le long terme, sur le cerveau, sur la mémoire, notamment? C'est la question qui est posée. Alors, est-ce que j'ai pas une réponse toute faite à vous dire? Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent le décrire. Je pense plutôt dans ce cas-là aux opioïdes forts. Je suis pas sûre que ce soit posé pour le Doliprane, par exemple. À mon avis, on parle plutôt d'antalgiques forts. On sait que les antalgiques forts, faut le prendre en cure le plus courte possible, et qu'il y a des effets indésirables à type de somnolence, même de constipation, un peu de confusion, des problèmes respiratoires. Donc, les opioïdes forts, tout ce qui est morphinique, engendre des effets indésirables lorsqu'on les prend au long cours. Et c'est pour ça que vraiment, même à l'heure actuelle, votre médecin ne peut pas vous les prescrire plus de 27-28 jours. Donc, ces médicaments-là sont vraiment limités dans le temps, parce qu'on sait qu'au long terme, ils ont des effets indésirables, et que c'est un médicament qu'on utilise plutôt dans une prise en charge aiguë, mais quand on se tourne vers la douleur chronique, et c'est là où Océane elle est intervenue sur les médicaments, on ne se tourne plus du tout vers ces classes-là, et vraiment vers d'autres classes médicamenteuses. Est-ce que Clémence, tu avais d'autres questions? Alors Camille, je crois qu'elle voulait parler un petit peu de cure thermale et aussi de centre de la douleur. Et puis après, on va clore ce live. Alors Camille, en quelques minutes rapidement.
Cure thermale, il y a une question. Alors, on va faire bref. Cure thermale, il faut prendre en compte le fait que on est dans un élément, une ambiance favorable, un lieu favorable, un lieu dont on est le principal acteur, tourné vers vous, vers la détente, vers le repos. Donc, de par déjà le contexte, ça va jouer sur la relaxation, les douleurs musculaires, les choses comme ça. Et puis, il y a des effets propres, déjà de par les propriétés chimiques de l'endroit où on est, de par l'eau chaude qui engendre certaines choses, l'eau froide qui a plus un effet tonique, de fait d'utiliser de la boue qui peut jouer sur le fait de relarguer progressivement de la chaleur. Et donc, on sait que tous ces effets de la cure thermale jouent sur la douleur, plutôt donc la douleur chronique, et c'est là où c'est une prise en charge complémentaire. Ce n'est pas une prise en charge de la douleur aiguë et il ne faut pas l'utiliser quand on a un rhumatisme poussé parce que à ce moment-là, ce n'est pas l'activation qui est bonne, mais un traitement plutôt de la douleur aiguë. C'est vraiment plutôt dans la douleur chronique. C'est quelque chose qui est prescrit par le médecin traitant, qui est très légiféré, les choses sont très très cadrées, il y a des demandes spécifiques plutôt par le médecin traitant et je vous ai mis une petite carte, il y en a énormément, plutôt là où donc il y a des stations thermales, là où il y a des eaux particulières et le but n'est pas de traiter le fond, le pourquoi on a mal, mais de traiter plutôt le ressenti de la douleur chronique, surtout en rhumatologie et la tolérance avec la gestion de la douleur musculaire associée, de la raideur, etc. Donc, c'est là où la cure thermale peut avoir un plus. Et là, je vous laisse plutôt vous tourner vers vos médecins et les médecins traitants qui ont vraiment l'habitude des cures thermales parce que c'est finalement en rhumato, mais aussi en pneumologie, en plein de choses, en cardiologie. Donc, il y a plein de raisons d'aller en cure thermale, à discuter avec son médecin traitant. Il y a quand même une arnaque sur la Bretagne, là. Hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu vide. J'ai pris ça déjà, sur le un Nord-Pas-de-Calais, site c'est pas donné, terrible, mais dans la mais Bretagne, ils ont zéro. ouais, c'est c'est plutôt vrai. des eaux de montagne. Hein. Donc en Bretagne, tu auras plutôt des thalassothérapies, mais qui sont rarement prises en charge pour des cures thermales. Mm. Enfin, Et vous pouvez vous renseigner, peut-être même avant d'aller voir votre médecin traitant, il y a certaines cures thermales qui sont spécifiques d'une maladie. Je pense à la fibromyalgie où il y a des cures thermales spécifiques pour la fibromyalgie. Donc, ça vaut le coup, si vous avez une maladie particulière, de vous renseigner sur les quelques cures thermales qui sont plutôt axées dans votre maladie et pas axées pour d'autres des maladies qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez comme pathologie. Un tout petit mot sur les centres de la douleur parce que la question a été posée et que c'est vrai que c'est très intéressant. Donc, c'est des centres pluridisciplinaires pour traiter la douleur chronique. Alors, c'est en rhumato, mais aussi, par exemple, sur les maux de tête encéphalés, les maux de tête en neurologie ou d'autres maladies. Donc, il faut se renseigner. J'ai vu en faisant mes recherches qu'il y avait jusqu'à une cinquantaine de centres de la douleur en Île-de-France. Alors, parfois pas facile d'avoir un rendez-vous, mais il faut se renseigner sur ceux qui font de la rhumatologie pour essayer d'aller les voir quand on a des douleurs chroniques pour lesquelles on a du mal à s'en sortir avec les thérapeutiques qui ont déjà été entrepris. Et le bénéfice qui est attendu de ces centres de la douleur, c'est qu'ils ont souvent des groupes de parole, des groupes de prise en charge de kinés, des acupuncteurs, des psychiatres, des psychologues, des sophrologues. Ils ont parfois d'autres techniques que ce que peut parfois vous proposer le centre qui vous prend en charge. Et donc, c'est là où ça peut avoir un plus pour avoir un médecin qui peut, même si c'est une fois, donner un avis pour vous proposer d'autres thérapeutiques auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc là, c'est vraiment pour la douleur chronique qui résiste à ce qu'on a déjà entrepris dans le passé. Quelles sont les conditions, Camille, pour accéder à un CLUD, à un centre antidouleur? Alors, ça va être sur prescription médicale. Vous ne pouvez pas vous présenter en demandant un rendez-vous. Il faut que quelqu'un vous adresse. Je pense qu'il faut avoir une douleur chronique qui est déjà un peu évoluée dans le temps, quelque chose qui est très, très récent. En règle générale, ils vont peut-être moins pouvoir vous prendre en charge, d'autant qu'il y a des délais de prise en charge. Et le fait que vous ayez déjà essayé avec votre médecin en charge différentes thérapeutiques, s'il n'y a eu aucune prise en charge antérieure, c'est pas vraiment... eux, ils sont ressources pour les médecins pour lesquels on a, dans le cadre de douleurs qu'on a du mal à contrôler avec les thérapeutiques qu'on a l'habitude d'utiliser nous. Un peu en dernier recours. Voilà, c'est le dernier recours, mais, parce qu'ils savent manier des médicaments spécifiques et ils ont des médicaments que d'autres gens n'ont pas.
des médicaments un peu complexes, et parce qu'aussi, ils ont accès à plein de spécialistes que parfois on ne peut pas avoir dans un service normal, avec typiquement un auriculothérapeute, il y en a quelques-uns qui ont ça, vous voyez, c'est quelque chose d'assez rare, tous les services n'ont pas ce type de médecin. Et voilà, on voulait vous remettre, mais je vais laisser ça en fond pendant qu'on discute, des associations concernant la douleur, la fatigue. Je remercie Sophie qui m'avait aidée pour ces liens et qui permettent peut-être de vous donner un peu des clés sur la douleur ou des idées d'association, mais je sais que ce sera très bien abordé la prochaine fois. Océane, tu voulais nous dire quelque chose pour conclure? Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, le principal est dit pour ma part. Après, oui, par rapport aux douleurs, on ne se limite pas qu'à une seule thérapeutique. Vraiment, il faut combiner les traitements médicamenteux et non médicamenteux. Dans les traitements non médicamenteux, vraiment, voir la thérapeutique qui nous plaît, qui nous convient. Il ne s'agit pas de jouer à l'apprenti sorcier, choisir quelque chose dans lequel on est à l'aise. Donc vraiment, la douleur chronique, il n'y a pas qu'une seule thérapeutique possible. Vraiment, c'est vaste. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci C'est beaucoup une à belle toutes. conclusion. Oui, on est Une très belle content de vous synthèse. avoir, n'est-ce pas, Aline? Mm. Merci Camille et Océane. Sophie, tu voulais nous annoncer une petite nouvelle sur la 7 et puis si tu pouvais nous parler un petit peu de la prochaine fois et puis on se quitte. Donc, je vais parler de la prochaine fois et puis on va se quitter sur une bonne nouvelle en propos de la 7. Donc, comme vous l'avez vu et comme on l'a souvent répété au cours de ce live, en fait, le 26 mai à 18h, on parlera encore une fois de la gestion de la douleur, mais avec des techniques antalgiques non médicamenteuses, avec les kinés et les ergothérapeutes, et moi-même, où j'aborderai les maladies, pas les maladies, les médecines alternatives et complémentaires des MEC, qui sont soit manuelles, psychocorporelles, ou énergétiques, ou bionaturelles. Je dis ça parce que vous avez proposé plusieurs choses tout à l'heure, donc du coup, j'ai essayé d'un peu tout synthétiser. Donc voilà, et puis pour faire très vite, la bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, grâce au questionnaire, enfin vos réponses au questionnaire, du coup, on a pu étayer nos données pour le congrès, alors j'essaie de retrouver, le congrès européen. La Société européenne d'éducation thérapeutique. Voilà, et donc on a été sélectionnés. Donc on fait partie. Ouais. Donc on vous remercie beaucoup. On vous tiendra au courant des évolutions. Donc normalement ça se passe du 26 mai au 28. Donc peut-être qu'au prochain live on aura encore des informations à vous donner au sujet de ce concours. Donc merci à vous, merci de nous soutenir dans tout ça, merci d'être présent encore ce soir avec nous. Voilà. Merci tout le monde. Merci surtout Camille et Océane de cette présentation très claire. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pris des notes parce que j'ai encore appris des choses grâce à vous deux. Donc, merci, merci, merci. Et merci surtout à tout le monde de nous avoir écoutés. Et dès aujourd'hui, dès maintenant, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions pour le prochain live à etp.rhumato.lrb, comme la riboisière, @aphp.fr. À bientôt. Merci à tous. Clémence, merci Olivier, merci toute l'équipe. Au revoir. Au revoir.